J'ai invité la famille de mon fils à célébrer Noël. Son épouse a répondu, nous ne mangeons pas avec des gens qui ne peuvent pas évoluer. J'ai quand même passé toute la journée à préparer le repas. Personne n'est venu. Cette même nuit, j'ai fait don de chaque jouet et de chaque berceau que j'avais gardé pour leurs enfants. Quand ils m'ont finalement appelé, la réponse que je leur ai donnée a tout changé. Je suis une femme de 63 ans qui vit seule dans la même maison où j'ai élevé mon fils. C'est un quartier tranquille juste en dehors de Tolède, en Castille-la-Manche. Mon mari Fernando est décédé il y a 6 ans, le cancer du pancréas l'a emporté rapidement. Un instant, nous discutions de ce que nous allions regarder à la télévision, et l'instant d'après, nous étions assis dans le cabinet d'un médecin qui nous disait qu'il lui restait quelques mois à vivre. Il a vécu 3 mois de plus. Après sa mort, mon monde est devenu petit. Mon fils Alvaro était mon seul lien avec quelque chose qui se sentait encore vivant. Il a toujours été un bon garçon, pas parfait, mais bon. Il appelait au moins une fois par semaine, nous déjeunions ensemble quand il venait en ville. Je m'y suis accroché plus que je n'aurais dû. Puis il a rencontré Claudia. Elle travaillait dans la technologie, quelque chose de distant et compliqué. Elle était intelligente, je ne vais pas le nier. Ma première impression a été qu'elle était impressionnante, sûre d'elle, éloquente, éduquée, mais distante. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas de la nervosité, c'était sa nature. Tout avait un ton, chaque conversation avec elle ressemblait à un entretien d'embauche, comme si elle m'évaluait constamment, attendant que je dise quelque chose de mal. La première vraie fissure est apparue un Noël il y a quelques années. J'ai préparé un grand dîner. Claudia est entrée, a regardé la table et a demandé, la farce contient-elle de la viande? Pas de bonjour, pas de sourire, juste une liste de contrôle. J'ai répondu oui. Elle n'y a pas touché, elle n'a presque rien mangé. Elle avait apporté sa propre nourriture dans des tupperwares. L'année suivante, elle a appelé à l'avance. Elle a dit que si je voulais qu'il vienne, je devais promettre de ne rien préparer qui ait eu un visage au pas de dinde, de jambon ou d'œufs. Je ne comprenais pas, mais j'ai dit oui. J'ai préparé un dîner sans viande. Ce n'était pas terrible, mais j'ai essayé. J'ai même fait un gâteau au chocolat végétalien. Elle a goûté une bouchée et a demandé, vous avez utilisé du lait de coco en conserve? Cette marque a de la gomme, c'est terrible pour la digestion. Ça m'a fait mal, mais j'ai laissé passer parce que je voulais voir mon fils. C'était la partie à laquelle on s'accrochait. Puis ils ont eu un bébé. Quand Alvaro m'a dit qu'ils attendaient un enfant, j'ai pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Je suis monté aussitôt au grenier et j'ai descendu l'ancien berceau que Fernando avait construit. Il l'avait fait de ses propres mains, poncé chaque centimètre, peint en bleu clair. Notre fils y avait dormi pendant 3 ans. Je l'ai poli, serré les vis, acheté un nouveau matelas. J'ai aussi trouvé tous les anciens jouets des Alvaro, des blocs de bois, des peluches, des livres. J'ai pris des photos de chacun et je les ai envoyées à Claudia. Sa réponse a été, nous apprécions l'intention, mais nous évitons les jouets genrés et les matériaux anciens qui pourraient être dangereux. S'il vous plaît, ne gardez rien pour nous. Sans merci, sans gentillesse. Pourtant, je les ai gardés. Je les ai rangés dans la chambre d'amis. Au fond de moi, je croyais que peut-être elle changerait d'avis. Et puis Noël est arrivé. J'ai appelé Alvaro la semaine précédente. Je lui ai demandé s'il viendrait. Je lui ai dit que je cuisinerais ce qu'il voulait, n'importe quoi, je voulais juste les voir. Il a dit qu'il en parlerait à Claudia et me répondrait. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message texte d'elle, pas de lui, nous avons décidé de célébrer de notre côté cette année, avec des gens qui comprennent où nous en sommes dans la vie. Nous ne mangeons pas avec des gens qui ne peuvent pas évoluer. Cette seule phrase a tout rendu clair. Il ne s'agissait pas de nourriture, de jouets ou d'ingrédients. Il s'agissait de moi. Elle pensait que j'étais moins bien, démodée, ignorante, inutile. Je n'ai pas pleuré immédiatement, je suis juste resté dans la cuisine, le téléphone à la main. J'ai regardé la cuisinière, le réfrigérateur, l'endroit sur le mur où Fernando avait l'habitude de s'appuyer pendant que je cuisinais. Et pourtant, j'ai cuisiné, par habitude, par espoir. J'ai fait la dinde, la farce, les patates douces avec des mini marshmallows, la cocotte de haricots verts, les mêmes plats que je prépare depuis 1987. J'ai même refait ce gâteau végétalien sec, juste au cas où. Mais personne n'est venu.
Je me suis assise au bout de la table, une seule assiette, sans musique, sans conversation, juste le tic-tac de la vieille horloge murale. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle. Je n'ai pas mangé de dessert ce soir-là. Quelque chose en moi s'était brisé. Je suis entré dans la chambre d'amis et j'ai allumé la lumière. J'ai regardé le berceau, les jouets, les livres pour bébé, les petites chaussettes que j'avais achetées à la friperie. J'ai pris un des ours en peluche des Alvaro et je l'ai juste observé. C'était comme un deuil, mais pas pour Fernando. Cette fois, c'était pour la famille que je pensais encore avoir. À 1 heure du matin, je ne pouvais pas dormir. J'ai tout chargé, le berceau, la chaise haute, les jouets, les couvertures, les livres dans ma camionnette. Ça a fait 4 voyages. Je n'ai même pas pleuré en le faisant, j'étais engourdi. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Il y a un refuge pour femmes près de la gare routière. J'ai dit la vérité à la femme qui y travaillait, j'ai gardé tout ça pour ma petite fille, mais ils n'en veulent pas. Peut-être que quelqu'un ici en aura besoin. Elle m'a pris la main et l'a serrée. Elle n'a rien dit, elle a juste hoché la tête. C'était le geste le plus gentil que j'ai ressenti depuis longtemps. Une semaine s'est écoulée. Le silence. Puis Alvaro a appelé. « Bonjour maman », a-t-il dit. Sa voix était nerveuse, comme s'il essayait d'avoir l'air décontracté mais n'y parvenait pas. « Claudia et moi pensions venir ce week-end pour que tu puisses rencontrer le bébé. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu de pouvoir parler clairement. « Pourquoi maintenant ?» Il a hésité. Je suppose que nous avons réalisé que la famille compte. J'étais debout dans le couloir, regardant sa photo quand il était enfant. « Il n'y a plus rien ici pour ta fille. » Lui ai-je dit. « Tu as pris ta décision, j'ai pris la mienne. » Il y a eu un long silence, puis la ligne a été coupée. J'avais raccroché. C'était il y a 6 mois. Je ne les ai pas revus avant il y a 3 semaines, quand Alvaro est apparu seul à ma porte. Et ce qu'il m'a dit a tout changé. C'était un samedi matin. Pas d'avertissement, pas de message. Juste sa voiture qui entrait dans l'allée, comme quand il était à l'université. J'étais dans le salon, en train de plier du linge. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu sortir de la voiture, seul, sans siège bébé, sans Claudia. Il avait l'air différent, fatigué, et pas seulement à cause d'être un nouveau père. Ce genre de fatigue usée, épuisée. Il avait le visage pâle, les yeux cernés, les épaules affaissées. Quand il m'a vu à la porte, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis juste resté là, attendant, observant. Il a levé la main pour frapper, mais l'a baissée quand je lui ai ouvert. « Bonjour maman », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu, je me suis juste écarté. Il a compris qu'il pouvait entrer. Il a marché lentement, comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds. Il s'est assis sur le canapé sans que je le lui demande. Je suis resté debout. Finalement, j'ai demandé, « Pourquoi es-tu ici ?» Il ne m'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur la vieille table basse, celle qui a la rayure qu'il a faite quand il avait 7 ans. « Je suis désolé », a-t-il dit à voix basse. « Je suis vraiment désolé. J'ai quand même attendu. » Elle est partie, a-t-il ajouté. Mon cœur n'a pas fait un bond, mon estomac ne s'est pas noué. Je n'ai rien ressenti au début, juste un engourdissement, encore une fois. Quand, ai-je demandé. Il y a 2 mois, a-t-il répondu. Elle a dit qu'elle emmenait le bébé, qu'elle avait besoin d'espace, que je ne la soutenais pas assez. Elle est maintenant à Barcelone avec sa sœur. J'ai dégluti difficilement, et alors il m'a regardé. Il avait les yeux rouges. Ça fait 8 semaines que je n'ai pas vu ma fille. Elle ne me laisse pas faire d'appels vidéo, elle ne m'envoie pas de photos. Elle dit que je suis instable émotionnellement et trop attaché à des influences régressives. Ça veut dire toi, maman. Je n'ai rien dit, je me suis juste assise en face de lui. Je ne t'ai pas défendu, a-t-il dit, la voix brisée. Je l'ai laissé t'éloigner. Chaque fois que tu as essayé d'aider, que tu as voulu te rapprocher, je l'ai laissé tout fermer. Je me disais que c'était plus facile de maintenir la paix avec elle que de te défendre. J'ai été faible. Il a passé ses 2 mains dans ses cheveux. Je pensais que j'étais un bon mari. Je pensais que céder signifiait garder les choses calmes. Mais j'ai trop cédé. Je l'ai laissé t'éloigner, et puis elle m'a éloigné moi aussi. Je me suis penché en avant,
lentement. Pourquoi es-tu vraiment ici, Alvaro? Il a soutenu mon regard, et pour la première fois depuis des années, j'ai revu mon fils, pas l'homme qu'elle avait façonné. J'ai besoin de ton aide, a-t-il dit. Il a sorti un dossier de son sac, des documents légaux, des papiers de garde, des messages textes, des emails. Elle demande la garde exclusive, a-t-il expliqué. Elle affirme que je ne suis pas sûr, que je laisse des personnes toxiques près du bébé. Elle t'a nommé dans les documents. Elle a dit que tu as essayé de lui donner des choses anciennes et dangereuses, et que j'ai exposé notre fille à une femme résistante au progrès et aux valeurs parentales modernes. J'ai regardé le dossier, puis je l'ai regardé. Je me suis déjà réuni avec un avocat, a-t-il dit, mais le juge est de son côté. Elle a de l'argent. Sa famille la soutient. Je ne te demande pas de prendre parti. Je sais que c'est beaucoup. J'ai juste besoin de quelqu'un qui se souvienne de qui j'étais. Quelqu'un qui puisse dire au juge que je ne suis pas ce qu'elle dit que je suis. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras. Et pourquoi ferais-je ça? Ai-je demandé. Pourquoi me battrais-je pour un homme qui m'a exclu de sa vie? Qui est resté silencieux pendant que sa femme me faisait me sentir comme de la merde? Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il n'a pas supplié. Il a juste hoché la tête lentement. Tu as raison, a-t-il dit. Je ne mérite pas ton aide. Et pendant un long moment, aucun de nous n'a dit un mot. Mais alors j'ai vu quelque chose qu'on ne peut pas feindre, la honte, une vraie honte, lourde. Je me suis levé et j'ai marché vers la chambre d'amis. Je n'y étais pas entré depuis la nuit où j'avais tout donné. J'ai ouvert le placard. Une seule chose était restée, un petit livre, devine combien je t'aime. J'avais voulu l'inclure dans la boîte de dons, mais d'une manière ou d'une autre, il avait glissé entre les étagères. Je l'ai ramené dans le salon et je l'ai posé sur la table devant lui. Commence par lui lire ceci, lui ai-je dit. Même si elle ne peut pas t'entendre maintenant. Il a regardé le livre et a commencé à pleurer. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, pas encore. Mais je ne lui ai pas non plus demandé de partir. C'était il y a 3 semaines. Et hier encore, la sœur de Claudia a publié une photo sur Instagram, une photo qui a tout changé et une idée m'est venue pour me protéger d'une manière que je ne m'étais jamais permise d'imaginer auparavant. La photo venait du profil de la sœur de Claudia. Je ne la suis pas, mais la fille d'une voisine qui a encore contact avec Alvaro l'a vue et me l'a envoyée. Elle montrait Claudia à ce qui ressemblait à un brunch en plein air. Elle souriait largement, une coupe de mimosa à la main. Sa fille, ma petite fille, était assise sur les genoux d'une autre femme. Cette partie ne m'a pas frappé immédiatement, j'étais trop concentré sur l'expression de Claudia, comme si elle était intouchable, comme si le monde entier s'était rendu à sa façon de faire les choses. Mais alors j'ai regardé de plus près. La femme qui tenait l'enfant n'était pas sa sœur. J'ai zoomé. Elle devait avoir une 30aine d'années. Elle tenait ma petite fille comme si elle était la sienne. Elle avait un collier doré autour du cou et un bracelet fin avec un pendentif en forme de cœur au poignet. Et la légende disait, déjeuner avec mes personnes préférées. J'adore faire partie de ta petite tribu, douce enfant. Le compte était privé, mais l'utilisateur était tagué, Ángela Romero. J'ai montré la photo à Alvaro le soir même. Il est devenu pâle. C'est Ángela, a-t-il dit. Claudia l'a rencontrée dans un groupe parental en ligne. Elles se sont rapprochées, mais elle m'a dit que Ángela ne faisait que l'aider avec la garde de l'enfant. Il a appelé son avocat le lendemain. Il s'est avéré que Claudia n'avait pas déménagé à Barcelone juste pour l'espace, elle avait signé un contrat de location temporaire avec Ángela. La garde partagée n'était pas son objectif, elle voulait remplacer Alvaro complètement. Elle montait un dossier qui me rendrait inutile, a dit Alvaro. Et maintenant, je commence à croire qu'elle a planifié ça depuis longtemps. Je n'ai rien dit, mais je le croyais aussi. J'avais vu comment elle opérait. Elle ne discutait pas, elle éliminait, elle effaçait proprement et silencieusement, tout comme elle avait fait avec moi. Alors j'ai pris une décision. J'ai dit à Alvaro de me laisser m'occuper de la suite. Il n'a pas aimé, il a dit qu'il ne voulait pas que je me retrouve prise au milieu de tout ça. Mais je n'étais plus au milieu, j'étais dehors, regardant de loin. Je me suis souvenu de quelque chose d'il y a quelques années, quand Alvaro et Claudia venaient de commencer à sortir ensemble. Elle avait l'habitude de m'envoyer des articles, toujours sans que je les demande, sur les styles parentaux, la sécurité alimentaire, la toxicité émotionnelle et des sujets similaires.
L'un d'eux était un très long article de blog sur les espaces éthiques pour la parentalité. Je me suis souvenu du nom, Récit Rio Collectivo. Je l'ai cherché sur Google et, effectivement, ils avaient un site, un mélange de blog parental, de portail de thérapie en ligne et de groupes de soutien avec des nuances spirituelles. Beaucoup de langage vague, sans nom de famille visible. Mais une des photos montrait Claudia en arrière-plan lors d'une retraite de bien-être. Le même sourire, la même attitude. Puis j'ai ouvert un autre onglet, collaborateur, Angela Monsieur Romero. J'ai passé en revue toutes ses publications. Elle avait écrit sur la coparentalité consciente et sur la guérison de la blessure maternelle. Un article s'intitulait « Élever sans énergie paternelle ». Une lettre d'amour à la maternité célibataire par choix. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai imprimé cet article, chaque publication d'Angela. J'ai monté un dossier. J'ai inclus la photo Instagram, la légende, la déclaration de mission du groupe, tout. Puis j'ai conduit jusqu'à Barcelone. Alvaro a voulu venir. Je lui ai dit non. Cette partie devait être la mienne. J'ai réservé une chambre dans une auberge de jeunesse bon marché et j'ai attendu le lundi. Alors je suis entré dans le bâtiment de Récit Rio, habillé comme Claudia avait l'habitude de dire, des vêtements du dimanche pour la messe, pantalon simple, chemisier modeste et les anciennes boucles d'oreilles en or que Fernando m'avait offertes pour notre 5e anniversaire. À la réception, j'ai demandé à parler à Angela Romero. J'ai dit que j'étais une donatrice potentielle intéressée à soutenir les mères célibataires. On m'a laissé passer. Elle m'a reçu dans un bureau lumineux avec beaucoup de plantes et de tapis neutres. Elle m'a offert du thé. J'ai accepté. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Je suis très inspiré par votre travail, ai-je dit calmement. Je m'intéresse particulièrement au bien-être des enfants que vous aidez. Avez-vous déjà été tutrice à temps plein? Elle a souri gentiment, comme Claudia. Pas formellement, a-t-elle répondu, mais je vis avec une mère et sa fille maintenant, une situation magnifique. Serait-ce Claudia, cette mère, ai-je demandé. Son visage s'est tendu un instant, et j'ai souri. Vous prenez soin de la fille de quelqu'un d'autre, ai-je dit, à voix basse et ferme. Et le père est toujours bien vivant. Vous ne sauvez personne. Vous faites partie d'un mensonge. Elle s'est levée d'un bond, le faux sourire a disparu. Qui êtes-vous? J'ai fait glisser le dossier sur le bureau. Je suis la femme dont votre blog dit qu'elle est une influence régressive et incapable de prendre soin. Je suis aussi une professeure d'école secondaire à la retraite, et vous venez de me donner plus qu'assez pour déposer une plainte officielle auprès des services de protection de l'enfance. Elle a plissé les yeux. Vous n'oseriez pas, je me suis levé. Je n'aurais pas à le faire. Vous avez laissé la porte ouverte toute seule. Et je suis sorti sans dire un mot de plus. Au moment où je suis rentré chez moi 2 jours plus tard, tout était déjà en mouvement. L'avocat d'Alvaro a reçu un appel de la part de Claudia. Il demandait une pause dans le processus judiciaire. Angela a fermé son blog. Le compte Instagram est devenu privé. Claudia a écrit à Alvaro pour parler de reprendre le dialogue sur la coparentalité. Mais je n'avais pas encore fini, parce qu'il me restait encore une chose à lui donner, et ce ne serait ni un message texte ni un dossier. Ce serait quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain, l'avocat d'Alvaro a appelé. Vous avez mis le feu à leurs pieds, a-t-il dit. L'avocat de Claudia supplie un accord privé maintenant. Ils veulent éviter le procès. Je n'ai pas été surprise. Ce dossier ne montrait pas seulement que Angela agissait comme gardienne de facto, il montrait que Claudia avait déjà émotionnellement remplacé Alvaro comme père. Les juges n'aiment pas ça, n'est-ce pas? Quand le père biologique est présent, qu'il est stable et qu'il essaie, et encore moins quand il y a une documentation publique. Mais je ne voulais pas que tout se termine par un accord silencieux et que tout le monde parte sans conséquence. Ce n'était pas suffisant. Claudia m'avait arraché de la vie de mon fils comme si j'étais un mauvais souvenir. Elle m'avait fait me sentir petite, démodée et inutile au sein de ma propre famille. Et elle avait essayé de me prendre ma seule petite fille tout en souriant lors d'un brunch. Alors j'ai appelé Alvaro. Je vais à cette réunion, lui ai-je dit. Il a hésité. Tu n'as pas à le faire. Je veux le faire, ai-je répondu. La réunion d'accord a été fixée dans une salle neutre à Madrid. Claudia a pris l'avion. Elle avait son avocat. Angela n'était pas là, mais je savais qu'elle observait de l'ombre, comme toujours.
Quand Claudia est entrée dans la salle et m'a vu assise à côté d'Alvaro, son visage s'est tordu à peine, comme si elle avait mordu quelque chose d'aigre mais ne pouvait pas le cracher devant les adultes. Elle ne m'a pas salué, pas même un hochement de tête. Son avocat a commencé par un discours préparé, nous pensons que le mieux pour la mineure est de rester principalement avec sa mère, permettant au père un régime de visite flexible. Non, ai-je dit. L'avocat a cligné des yeux. Pardon? Je me suis penché en avant. Elle m'a mise de côté. Elle a menti à Alvaro. Elle a emmené sa fille à l'autre bout du pays. Elle a laissé une autre femme s'en occuper sans aucun droit légal. Elle a construit une fausse famille, et maintenant que tout s'effondre, elle veut revoir les choses? J'ai regardé Claudia directement. Tu as été très clair en me disant que je ne pouvais pas évoluer, alors laisse-moi te montrer ce que j'ai appris. J'ai sorti de mon sac plusieurs copies de nouveaux documents, une déclaration sous serment écrite par mes anciens élèves, des lettres de mère que j'avais accompagnées pendant des années, un témoignage de la directrice du refuge pour femmes où j'avais fait don des articles pour bébés, affirmant que j'étais l'une des personnes les plus généreuses qu'elle ait rencontrées, et la meilleure de toutes, une déclaration notariée d'une femme qui a travaillé à Res y Rio et est partie en silence. Après avoir vu comment Angela gérait les cohabitations. Elle a écrit. Angela manipulait les jeunes mères pour qu'elles coupent les liens avec des influences toxiques afin d'occuper cet espace. Et elle a terminé par cette phrase, j'ai vu Claudia devenir isolée, paranoïaque et complètement dépendante. Ce n'est pas de la coparentalité, c'est de la coercition. L'avocat de Claudia a parcouru les papiers. Son visage est devenu blanc. Claudia a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. C'est de la diffamation? Non, a dit Alvaro, c'est de la responsabilisation. À la fin, elle n'a pas eu le choix. Ils ont proposé à Alvaro une garde 50-50e sur le papier, mais en pratique, ce serait plutôt 60-40e en sa faveur. Il aurait sa fille à Tolède pendant l'année scolaire. Claudia pourrait lui rendre visite pendant les vacances et l'été. Les deux devaient assister à des sessions mensuelles avec un médiateur désigné par le tribunal, et Angela n'aurait plus le droit d'avoir un contact non supervisé avec l'enfant. Le tribunal a jugé sa relation avec Claudia préoccupante. Mais même cela ne me suffisait pas. Alors, en sortant du bâtiment, j'ai remis à Claudia une dernière chose, une petite enveloppe. Elle l'a ouverte là, dans le couloir. À l'intérieur, il y avait une photo de l'ancien berceau que Fernando avait construit, le même qu'elle avait qualifié de dangereux, et une note, ceci a abrité une vraie famille. Quel dommage que tu ne saches jamais ce que cela signifie. Elle ne m'a pas poursuivi, elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, figée, regardant l'image tandis que le monde continuait de tourner autour d'elle. Des semaines se sont écoulées. Alvaro est revenu vivre à la maison pendant un certain temps. Nous y sommes allés doucement. Il y a eu des silences inconfortables, une vieille douleur. Mais nous avons reconstruit pièce par pièce. La première fois qu'il a amené ma petite fille, elle s'est endormie sur mes genoux après avoir lu devine combien je t'aime. J'ai regardé sa petite main enroulée dans la mienne et j'ai su que je n'avais pas perdu ma famille, je l'avais juste récupérée de quelqu'un qui n'a jamais mérité de l'avoir. Maintenant, chaque fois que je passe devant cette chambre d'amis vide, fraîchement peinte, avec le berceau remplacé par un vrai petit lit d'enfant et une étagère remplie de nouvelles histoires, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse. C'est la paix. Une paix réelle, silencieuse, un genre qui ne vient que lorsque la tempête est passée et que chaque injustice a finalement été réparée.